Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, François sera-t-il le pape du schisme ? Au retour de son voyage à Madagascar, le pape a évoqué le spectre terrible pour l'Église catholique du schisme. Garant de l'unité de l'Église, François a répondu à la question de journalistes qui l'interrogeaient sur les critiques dont sa politique fait l'objet de la part d'évêques et de cardinaux américains. Pourquoi a-t-il utilisé le terme explosif de schisme, dont il a dit par ailleurs qu'il ne lui faisait pas peur ? Comment interpréter les tensions actuelles au sein de l'Église catholique? Voici quelques-unes des questions que nous poserons à nos trois invités. Blandine Cellini-Pont est professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille, co-auteur de Géopolitique des religions qui vient tout juste de sortir aux éditions du Cavalier Bleu. Nicolas Senez est correspondant de la Croix au Vatican, auteur de Comment l'Amérique veut changer de pape chez Bayard. Il sera avec nous en duplex depuis les studios du correspondant de Radio France à Rome, Bruce de Galzin. Nous le remercions de l'accueillir. Et puis enfin, Monseigneur Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, va nous rejoindre d'ici peu de temps, mais tout de suite, écoutons le pape François. Uno schisma è sempre un ostacolo esquisito. Un schisme est toujours une coupure explicite de l'idéologie séparée de la doctrine. C'est une idéologie, peut-être juste, mais qui entre dans la doctrine et la déchire. Pour cela, je prie pour qu'il n'y ait pas de schisme, mais je n'en ai pas peur. Les choses sociales que je dis, c'est ce que disait Jean-Paul II. Ce sont les mêmes choses. Quand ils disent « le pape est trop communiste, etc. », ils font entrer l'idéologie dans la doctrine. Et quand la doctrine ruisselle d'idéologie, il y a la possibilité d'un schisme. Bonsoir Blandine Cellini-Pont. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes donc professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille et vous êtes spécialiste en particulier du catholicisme et de l'Église aux États-Unis. Nous sommes également avec vous, Nicolas Senez, depuis Rome. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous étiez dans cet avion qui a donc recueilli ces paroles du pape. C'était au retour de Madagascar, mais vous l'aviez sollicité au départ, avant de partir, donc lors de ce voyage du pape à Madagascar et dans les îles de l'océan Indien. Et en l'occurrence, vous alliez sortir votre livre « Comment l'Amérique veut changer de pape ». Ça tombait bien pour vous, d'une certaine façon, qu'il vous réponde sur cette question du schisme. Oui, j'ai offert au voyage aller le livre qui sortait ce jour-là, qui raconte justement les menées d'un certain nombre de catholiques américains contre lui. Et c'est vrai qu'il a commenté le livre en disant que justement, il n'avait pas peur de ces attaques des Américains, que pour lui c'était un honneur qu'il l'attaque. Et du coup, ça a effectivement suscité l'intérêt des confrères américains qui, lors de la conférence de presse du vol retour, lui ont justement posé la question sur ce qu'il m'avait dit, en lui demandant, mais est-ce que vous ne craignez pas un schisme au sein de l'Église américaine? Donc là, c'est les collègues américains qui ont employé ce mot schisme dans leur question, et c'est lui qui, en répondant, a repris ce mot. Oui, alors Blandine Cellini-Pont, vous êtes spécialiste de l'Église américaine. On peut dire que pour ceux qui ne suivent pas au jour le jour l'histoire de l'Église, et en particulier de l'Église contemporaine, on n'était pas très au courant de ces tensions entre, disons, une tendance conservatrice de l'Église américaine et le Vatican, et en particulier donc le pape François. Et on le découvre à cette occasion, et on est un peu surpris, mais vous n'êtes pas surprise? Ah non, pas vraiment, parce que quand on fait un peu l'histoire récente, même pas, en ne remontant pas très très loin, on peut dater, si vous voulez, la naissance de cette mouvance conservatrice au sein du catholicisme américain à la période de la guerre froide. Et quand on l'étudie, donc, pas par pas depuis les années 60, on s'aperçoit qu'elle grossit, en capacité de communication, en réseau, en pouvoir, et qu'elle a atteint aujourd'hui, je ne dis pas un seuil critique, mais en tous les cas un seuil suffisant
pour considérer être capable d'influencer finalement la direction, la tête de l'Église. Oui, c'est ce que vous racontez, Nicolas Sonès, dans votre livre « Comment l'Amérique veut changer de pape ». Chez Bayard, vous racontez comment progressivement, brique après brique, eh bien, une partie de l'Église américaine tente de faire sécession, récupère de l'argent, récupère de l'influence, utilise de nombreux médias et pour attaquer directement le pape François, comme aucun autre souverain pontife n'a été attaqué par des membres de l'Église, Nicolas Sonès. Oui, enfin, il y a toujours eu des tensions, des divergences d'opinion dans l'Église qui se sont exprimées de la part aussi de telle ou telle Église. Pas jusqu'à demander la démission du pape. Voilà, c'est là où on a passé un pas, à mon avis. C'est effectivement d'avoir un représentant. Alors là, pour le coup, c'était un Italien, mais qui a été très longtemps ambassadeur du pape aux États-Unis, donc qui connaît bien ce milieu américain et qui, pour moi, parlait aussi un petit peu en leur nom. Monseigneur Carlo Maria Vigano, qui a été donc nonce à Washington en particulier. Voilà, et qui en août de l'année dernière publie un brûlot sur un certain nombre de blogs américains, italiens, et qui va jusqu'à appeler le pape François à la démission. Donc là, effectivement, on a passé un pas. On n'avait jamais eu quelque chose d'aussi violent. Blandine Chénier-Nippon. Oui, quelque chose même d'aussi spectaculaire. Et il me semble que quand on fait le bilan de ce qui s'est passé, c'est en quelque sorte une synthèse d'un désamour qui a commencé immédiatement avec l'élection du pape François et qui est allé crescendo sur tout un tas de sujets, car finalement, ce pape a pris de front l'orthodoxie de ces groupes conservateurs qui pensaient représenter toute l'Église. Alors ces groupes conservateurs sont présents bien entendu sur une chaîne bien connue des auditeurs et téléspectateurs français, c'est-à-dire Fox News, et Greg Gutfeld, qui est éditorialiste de cette chaîne américaine Fox News, s'en prenait vivement au pape François. C'était en 2015, après la publication de son encyclique Laudato Si. La personne la plus dangereuse de la planète, c'est quelqu'un qui cherche l'amour de ses adversaires. C'est ce que fait le pape François. Il ne veut pas être le pape de nos grands-parents, il veut être un pape moderne. Il ne lui reste que les dreadlocks et le chien avec le bandana, et il pourra manifester avec Occupy Wall Street. Nicolas Sonès, ça fait partie des propos qui sont régulièrement tenus par justement cette frange conservatrice américaine par rapport à quoi d'ailleurs dans la politique de l'Église et dans la politique de François. Ce qu'on a entendu là, c'est vraiment très caractéristique. C'est pas du tout caricatural, au contraire. On l'entend régulièrement parce que François, effectivement, s'attaque au fondement de la puissance américaine et de l'American Way of Life. Quand il critique les excès du libéralisme économique, donc ça heurte de plein fouet le « enrichissez-vous » qui est à la base de la puissance économique américaine. Quand il critique aussi la peine de mort, sur laquelle les catholiques américains, depuis, on va dire, 40 ans, essaient d'expliquer aux États-Unis qu'ils sont pro-vie, mais que quand même la peine de mort, ça fait partie du système américain. Et puis quand il discute aussi avec Cuba, par exemple, ou avec la Chine. Donc effectivement, on voit bien ce qu'il lui reproche. Pourquoi cette encyclique Laudato Si a-t-elle été au cœur du débat, en particulier parce qu'elle parle de réchauffement climatique, Blandine Chénier-Nippon ? Alors oui, il y a deux aspects dans j'allais dire la doctrine écologique qui est en train de se construire, qui a commencé bien avant, mais qui est en train de se compléter avec François. Il y a d'abord la reconnaissance dans l'encyclique de la question du réchauffement climatique et des causes de ce réchauffement. Donc, qui prend de front, on va dire, tout le lobby du carbone et de ceux qui les soutiennent. Et vous savez qu'aux États-Unis, c'est carrément une croyance de ne pas considérer que le réchauffement climatique existe. Et ensuite, plus récemment, il y a aussi cette nouvelle dimension de l'intégration de formes de théologie nouvelle, et notamment de la théologie indienne. Je pense au prochain synode qu'il va y avoir sur l'Amazonie. L'Amazonie, donc, qui commence le 6 octobre prochain. Voilà, et le document préparatoire a des ouvertures sur tout un tas d'aspects, qui a fait dire à des
détracteurs de ce texte qui se sont prononcés publiquement, et c'est un peu toujours les mêmes, que c'était au bord de l'hérésie et même de l'apostasie. Monseigneur Bruno Valentin, vous êtes avec nous, vous êtes évêque auxiliaire de Versailles. Alors, j'imagine que de là où vous êtes, du poste que vous occupez, justement, dans cette église de France, vous êtes intéressé par ces débats sur une église qui serait au bord du schisme et que vous n'acceptez pas cette idée que l'église est au bord du schisme, Bruno Valentin. Il faut reconnaître que, comme ça a été dit depuis le début de l'émission, une bonne part à la fois des acteurs de ces tensions et des motifs de ces tensions se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Et que, objectivement, la situation de l'Église de France n'est pas pré- ou paraschismatique. Ce serait tout à fait excessif de le dire, même si, dans nos communautés aussi, on constate des tensions, par exemple, sur la question de la réponse à apporter au mouvement migratoire, le type d'accueil à faire aux personnes qui traversent la Méditerranée. C'est des sujets qui provoquent des tensions jusque dans nos paroisses. Mais il y a des tensions, mais pas au point justement de ce qu'on entend aux États-Unis, qui appelle le pape à la démission. Vous l'avez croisé encore récemment, puisque vous étiez, je crois, à Rome avec d'autres évêques qui ont été ordonnés l'année dernière. Vous avez été ordonné donc évêque auxiliaire de Versailles en novembre dernier, Bruno Valentin. Qu'est-ce qu'il dit? Évidemment, il ne vous a peut-être pas fait de confidence particulière sur ces questions-là, mais qu'est-ce que vous avez ressenti justement de ces tensions à l'intérieur de l'Église? Est-ce qu'il en parle, le pape? Est-ce que vous sentez au sein de la curie, parce qu'il y a aussi toute cette curie qui l'entoure et dont on dit qu'elle n'est pas toujours favorable à ses opinions, est-ce que vous avez senti des tensions à l'intérieur de la curie? De fait, les 105 plus jeunes évêques du monde, c'est-à-dire nommés depuis moins d'un an, dont je fais partie, viennent de passer 10 jours de formation initiale à Rome, avec un tour d'horizon sur toutes les questions de l'Église aujourd'hui. On a absolument abordé tous les enjeux qui sont devant nous. Cette question de préserver l'unité de l'Église était présente de manière parfois très explicite, parfois sous-jacente, dans beaucoup des thèmes qu'on a abordés, parce que la fonction du pape, vous l'avez dit en commençant cette émission, c'est d'être le garant de l'unité, c'est de servir l'unité, et donc bien sûr à Rome, tout le monde s'en préoccupe, oui. Et tout le monde s'en préoccupe parce qu'il y aurait des menaces plus grandes qu'à un autre moment. Nicolas Sonnez nous disait il y a un instant, d'autres papes ont subi des attaques aussi pour leur politique pontificale, que ce soit Jean-Paul II ou même Benoît XVI. Donc est-ce qu'il y aurait, disons, une tension plus grande qui se ferait sentir, selon vous, Bruno Valentin ? Je ne pense pas qu'on puisse dire que les tensions sont plus grandes à l'échelle de l'histoire de l'Église, et c'est ce qu'a voulu dire le pape d'ailleurs, en disant que les schismes ne lui faisaient pas peur. Mais peut-être que ce qui est un peu nouveau, c'est que les fronts sont un peu renversés. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui portent la contestation sont ceux qui ont pu croire un temps être dans la majorité et vice-versa. C'est peut-être ça qui est nouveau surtout. Je vous propose d'écouter une archive de 2015, c'était en février 2015 sur France 2. Quelqu'un qui est au cœur de votre livre, Nicolas Sonnez, c'est-à-dire Raymond Burke, attaquait déjà le pape. Je ne peux pas accepter que l'on donne la communion à un couple non marié devant l'Église. C'est une union irrégulière, c'est de l'adultère. Il n'y a pas de doute, il y a un malaise. C'est douloureux? Oui. Préoccupant? Oui. Mais je résisterai. Je ne peux rien faire d'autre. Qui est ce Raymond Burke dont on entend la voix dans cette archive de France 2 en février 2015, Nicolas Sonnez? Alors, c'est un cardinal américain qui a été nommé au moment par Benoît XVI, on va dire le président de la Cour de cassation de l'Église, donc le plus haut responsable juridique de l'Église, et qui s'est effectivement un peu institué comme le chef de file des rigoristes qui s'opposent à François, avec une vision de l'unité. On parlait tout à l'heure de l'unité de l'Église, mais il y a différentes façons de la voir. Il y a une unité qui est vécue comme une uniformité, c'est quelque chose qui a été longtemps en vogue dans l'Église. François, lui, a plus conscience qu'une unité est possible dans une diversité de façons de faire, et c'est ça qu'il essaye de promouvoir. Mais c'est vrai que ça heurte un certain nombre d'évêques, de prêtres, de cardinaux, de fidèles, comme par exemple le cardinal Burke, pour qui il n'y aurait qu'une seule façon de faire dans l'Église,
partout dans le monde, et comme on a toujours fait d'une certaine façon. Oui, parce qu'on a bien compris, Blandine Chénier-Nippon, que les questions donc d'environnement dont on a parlé à propos de ce synode en préparation sur l'Amazonie ou de cette encyclique Laudato Si ne sont pas les seules qui font partie du lot de critiques vis-à-vis de François, qu'il y a aussi des questions de mœurs, et on entendait Raymond Burr poser des questions sur la question de l'ordination des diacres dans l'Église, de la possibilité d'être marié ou pas marié pour certaines des personnalités qui accompagnent cette Église dans sa mission, par exemple. Oui, et là, je pense que on peut dire qu'il y a en fait deux types de fronde, enfin, si on peut utiliser ce terme. Une fronde qui serait plus ecclésiale et qui viendrait davantage des milieux de la curie ou des gens, des clercs, du haut clergé, enfin de la curie, et qui en quelque sorte reproche au pape une nouvelle pastorale qui passe à travers des textes qui ont été formulés dans les précédents synodes de la famille qui ont eu lieu en 2014 et 2015. En 2015, avec une exhortation aussi, laquelle a semé le trouble au point que certains cardinaux ont publié un texte qui s'appelle les Dubia, demandant au pape d'éclairer sa position. Et puis, à côté de ça, vous avez une autre fronde qui est plus générale sur les thèmes de l'économie, de l'écologie, de l'émigration, et qui dépasse, j'allais dire, les querelles internes entre rigoristes et réformistes. Bruno Valentin, vous êtes évêque auxiliaire de Versailles. Vous nous avez bien dit en prélude de cette discussion que l'Église américaine était très différente. En quoi est-elle différente? Parce qu'on voit l'unité de l'Église, on voit bien qu'il y a des églises différentes selon les continents, mais on a véritablement l'impression, en tout cas à lire Nicolas Senez ou encore à lire Blandine Chénier-Nippon, que effectivement cette Église est particulière dans sa façon de concevoir sa mission, dans sa façon de son rapport avec l'argent, avec les grandes puissances économiques américaines. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là, justement, Bruno Valentin? Ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que l'originalité radicale de l'Église consiste à représenter 18% de la population mondiale, sur tous les continents. Donc au fond, l'Église, elle est faite d'églises qui sont toutes spécifiques, qui sont toutes originales et qui ont toutes une couleur et une identité liée à leur histoire et tout simplement à leur environnement social. Alors oui, l'Église américaine est à l'image de l'Amérique. Et avec tout ce que ça veut dire de spécificité économique, culturelle, historique. Et on voit bien que, au fond, les États-Unis sont un peu confrontés au même bouleversement que nous, Français, s'agissant d'un pape qui fait bouger les centres de gravité de l'Église. Nous, Français, et c'est une d'ailleurs des sources d'incompréhension possible de François parmi les catholiques de France, nous avons été habitués depuis 50 ans à des papes très francophiles et très marqués par la culture française. Et donc face à un pape qui pense le monde de manière totalement différente et d'ailleurs, on se sent déstabilisé, on se sent forcément parfois un peu en incompréhension avec lui. Je crois que les Américains du Nord vivent la même chose. Oui. Face à un pape qui pense l'Église à partir d'un référentiel qui n'est pas le leur et qui sont moins... Au fond, ils ont à se recaler comme nous. Nicolas Senez, on a par exemple l'exemple de l'évêque de West Virginia qui s'appelait Michael Bransfield, qui a été, je crois, retiré de sa charge au mois de juillet dernier. Il y a une grande enquête dans le Washington Post de la semaine dernière qui explique comment, il usait et abusait de limousines, de jets privés, de très grands hôtels sur la côte amalfitaine à de très nombreuses reprises et qu'il a dépensé des sommes énormes à partir de sa fonction, pourrait-on dire, pour son propos personnel, pourrait-on dire. Et on voit là qu'il y a effectivement, dans la critique du pape François vis-à-vis de l'argent roi, il y a quelque chose qui choque une partie de l'Église américaine qui peut-être était habituée à quelques excès de ce côté-là, Nicolas Senez. Oui, la grande différence entre l'Église américaine et ce qu'on peut connaître en France, c'est l'argent. En France, on a une Église qui, depuis la séparation de l'Église et de l'État en 1905, a, d'une certaine façon, appris à vivre pauvrement. Alors, toutes choses égales par ailleurs. Là, je reviens effectivement du voyage du pape qu'on a fait au Mozambique, à Madagascar, où on a vu ce que c'est des églises très pauvres. Ouais. Mais voilà, par rapport aux églises dans les pays occidentaux,
disons que l'Église de France est quand même à relativement peu d'argent. Aux États-Unis, les évêques ont l'habitude de vivre dans des très grandes résidences, dans des quartiers assez luxueux, avoir des voitures de fonction, chauffeurs. Et là, effectivement, on a eu l'exemple le plus extrême avec cet évêque qui aussi arrosé, c'est-à-dire qu'il a aussi payé voilà, il a aussi arrosé des responsables de l'Église, payé des jets privés à des cardinaux pour venir faire telle ou telle conférence, voire au nonce apostolique Monseigneur Vigano. Donc là, c'est vraiment une dimension qu'on a du mal à comprendre justement nous en France, parce que voilà, c'est une Église qui a appris à vivre richement et qui du coup, ça explique que à un moment, elle a dû payer, par exemple, des dommages et intérêts assez importants dans les affaires d'abus sexuels. Elle s'est retrouvée sous la coupe, finalement, de riches laïcs qui ont continué à donner de l'argent pour faire fonctionner ce système et qui, d'une certaine façon, investissaient dans l'Église et exigeaient une espèce de retour sur investissement. C'est-à-dire, à partir du moment où vous continuez à vous faire, à assurer votre train de vie, on aimerait quand même que l'Église prenne un certain nombre de positions conforme à nos intérêts d'une certaine façon. Oui, c'est ce qui est arrivé dans l'Église américaine. C'est ce que vous expliquez dans Comment l'Amérique veut changer de pape, qui vient de sortir chez Bayard. Blandine Chély-Nippon, justement sur cette particularité, cet argent, ces fondations, ces institutions qui sont très, très riches et qui, pour certaines d'entre elles, ont des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de dollars à leur disposition. Eh bien, c'est aussi un trait historique de cette Église qui a grandi dans la plus complète séparation et qui a été longtemps gouvernée par des évêques bâtisseurs, des évêques entrepreneurs, hommes d'affaires en même temps, qui ont acheté de l'immobilier, qui ont fait fructifier le patrimoine de leur diocèse, qui n'ont pas hésité, qui toujours aujourd'hui sont des fundraisers, qui demandent de l'argent, qui ont des associations de laïcs, qui sont là aussi pour... c'est une pratique sociale américaine. Et culturelle très... Et donc, on est très généreux dans l'Église américaine aussi vis-à-vis des diocèses. Habemus Papam. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Pateris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Un temps du débat consacré aux propos du pape François la semaine dernière autour de la possibilité ou non qu'il y ait un schisme à l'intérieur de l'Église. Nous nous trouvons avec Blandine Chély-Nippon, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Aix-Marseille, spécialiste de la question des catholiques aux États-Unis. Nicolas Sonnès, qui est correspondant de la Croix au Vatican, qui est reçu dans les studios de Radio France à Rome par Bruce de Galzin et qui est l'auteur de Comment l'Amérique veut changer de pape chez Bayard. Et nous sommes également avec Monseigneur Bruno Valentin, qui est évêque auxiliaire de Versailles. Il faut traduire aux laïcs que nous sommes les propos du pape, on ne comprend pas toujours ce qu'il veut dire, et on se dit tout compte fait, cette sortie qui a été suggérée par Nicolas Sonnès à l'aller de ce voyage dans l'océan Indien, sortie à laquelle il a participé d'une certaine manière, du pape dans l'avion auprès des correspondants de presse au Vatican, peut lui servir dans une sorte de bras de fer justement avec cette église américaine. C'est une sorte de diplomatie parallèle qui a été faite là, il le dit, à des correspondants, mais il est enregistré, ça va être retransmis et d'une certaine façon, il reprend la main, non, Bruno Valentin ? Oui, moi j'ai vu la vidéo de cette déclaration dans l'avion. Moi je l'ai comprise comme une manière de dire je ne me laisserai pas intimider, effectivement. Comme une manière de dire l'Église doit se réformer, l'Église doit avancer, l'Église doit continuer sur un chemin de conversion, et tant que je serai en responsabilité, je continuerai sur ce chemin-là. Et c'est ce que vous avez senti aussi, Nicolas Sonnès, alors que vous étiez dans ce même avion ? Oui, tout à fait. On parlait de cette église américaine, ou ces riches laïcs américains qui ont un peu mis la main sur l'église américaine, mais ils sont une minorité. Les sondages qu'il y a chez les catholiques américains disent qu'il y a une majorité d'entre eux qui soutiennent le pape François. Alors c'est une majorité silencieuse, et je crois aussi qu'en disant ça, François
essaie de provoquer aussi cette majorité silencieuse en leur disant ne vous laissez pas confisquer votre Église et peut-être les provoquer à la parole et à faire entendre leur voix, même si c'est des catholiques peut-être plus pauvres et qui, justement, ont moins la voix dans une église où le facteur dollar est aussi important. Oui, alors on se souvient effectivement de la fameuse phrase de Jean-Paul II, « N'ayez pas peur, non abbiate paura », et on a l'impression que de ce côté-ci, eh bien, François dit « Je n'ai pas peur ». C'est une réponse en reprenant la formule de Jean-Paul II, mais en se l'appropriant. Blandine Chély-Nippon. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans tout ce qu'il a vécu depuis 3 ans, il est quand même extrêmement calme et il suit son chemin. On s'en rend pas compte tout de même, parce que quand on ne suit pas comme vous les arcanes du Vatican et des débats internes à l'Église mondiale, on ne s'aperçoit pas forcément, effectivement, de ces attaques, et c'est parce que nous avons lu les livres dont nous parlons, le vôtre, Blandine Chély-Nippon, autour de géopolitique des religions, ou encore comment l'Amérique veut changer de pape, qu'on s'aperçoit qu'il y a ce débat. Mais ce débat, il est quand même plus ou moins souterrain, il n'est pas au vu de tous, en tous les cas. Il est souterrain peut-être en France, mais je vous assure qu'aux États-Unis, il y a quand même des débats médiatiques qui sont menés d'ailleurs par ces médias conservateurs qui sont très puissants. Donc ça n'est pas un petit débat. Mais en face, vous avez quand même un pape qui, récemment encore, en janvier 2019, a écrit une lettre aux évêques américains en retraite, à qui il avait suggéré une retraite pour justement discuter de leur unité. Et dans le contenu de cette lettre, en filigrane, c'était... la question leur était posée. Est-ce que vous avez bien réfléchi à votre situation, à la division que vous montrez à la face du monde? Est-ce que vous comprenez ce que signifie l'unité? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être de bons pasteurs que de bons gestionnaires? Enfin, une lettre absolument extraordinaire. Donc, je crois qu'il est assez... il a renvoyé les évêques américains à leurs responsabilités. Bruno Valentin. Ce débat, il se joue selon des modalités propres à chaque continent, à chaque pays. Je crois que pour ce qui nous concerne, nous, en Europe et y compris en France, l'angle sous lequel il est le plus visible, c'est la question de la tentation identitaire. On l'a bien vu, par exemple, en Italie, avec la question autour du personnage de M. Salvini. Une question qui connaît des traductions très concrètes et très immédiates dans le paysage politique français aussi. Il y a un débat qui est néanmoins assez visible, qui est de savoir, au fond, si il ne faudrait pas aujourd'hui penser un christianisme sans Jésus-Christ, au fond, ramené à des valeurs, à une culture, à des traditions, qui seraient mises en danger par justement les populations qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, qui s'installent chez nous. Ce débat identitaire, cette façon de défendre le christianisme contre le pape lui-même, quand il dit les exigences de base de l'Évangile par rapport à ces personnes en détresse, c'est le visage peut-être très français de ces tensions actuelles. Et ça fait partie des menaces possibles de discussions, de débats, voire de tensions plus fortes à l'intérieur de l'Église de France, c'est ce que vous semblez dire, Monseigneur Bruno Valentin? Ah oui, c'est certainement un de nos défis. Ça, c'est certainement un de nos défis pas au niveau des évêques, parce que là-dessus, je pense que la convergence de vues est assez profonde, mais dans nos communautés existe cette tentation d'un christianisme identitaire, c'est-à-dire d'un christianisme qui, au fond, tiendrait dans une culture, des coutumes, des traditions, mais plus, au fond, à tout ça que aux exigences de l'Évangile lui-même, qui sont des exigences de solidarité, d'accueil, d'amour du plus fragile, qu'on le veuille ou non. Alors, on a vu, par exemple, l'autre jour, le président Bolsonaro s'entêter à critiquer un président français parce que c'était du colonialisme que de se poser la question de l'Amazonie. Et pourtant, on a l'impression que le pape peut parler sur l'Amazonie. C'est ce qu'il va tenter de faire dans ce synode sur l'Amazonie à partir du 6 octobre prochain. Bruno Valentin, qu'est-ce qui l'autorise? Bon, évidemment, c'est le chef de l'Église universelle, si on est catholique et chrétien. Mais qu'est-ce qui l'autorise justement à intervenir dans un espace géopolitique dont les dirigeants disent c'est chez nous, ça n'est pas le propos du monde entier de s'intéresser à ce qui se passe en Amazonie, Bruno Valentin? Alors c'est la spécificité et la force de la figure du pape depuis toujours,
depuis Pie VII face à Napoléon jusqu'à François face à Bolsonaro, regardez l'histoire, à la fin c'est quand même lui qui a gagné. À la fin, il a quand même accueilli en exil à Rome la famille de Napoléon après la chute de celui-ci. Oui. Donc si vous voulez, le pape en fait, par cette capacité, par sa position supranationale, a cette capacité institutionnelle à faire fonctionner un effet de levier. C'est-à-dire qu'il aide à soulever des problèmes qui, de fait, sont des problèmes qui s'incarnent quelque part d'une manière donnée, mais il aide à faire échapper ces problèmes aux contingences et aux contraintes locales. Mais il fait de la politique tout de même. C'est de la politique. Et c'est de la politique. On a reconnu ça pour Jean-Paul II, on a reconnu ça pour Benoît XVI, on a reconnu ça pour Paul VI, ou pour bien d'autres. Mais comme disait le Concile Vatican II, rien de ce qui fait les inquiétudes et les joies des hommes d'aujourd'hui n'est indifférent à l'Église. Donc les grands sujets politiques. Nicolas Senez, cette question justement de l'environnement, du souci des peuples autochtones qui peut choquer effectivement des dirigeants comme Donald Trump d'un côté ou comme M. Bolsonaro de l'autre, effectivement il prend des risques le pape en lançant une réflexion commune sur cette question-là. Oui, il a bien conscience d'ailleurs qu'il prend des risques. Justement, la question de ce synode, c'est de voir comment l'Église, qui est dans ces pays en Amazonie, répond aux soucis quotidiens des peuples qui y vivent. Alors, c'est les soucis économiques, c'est les soucis culturels, les besoins spirituels aussi. Et donc, c'est toute cette... parce que c'est une Église qui est incarnée, donc on ne peut pas faire fi ou éluder telle ou telle partie de leur vie. Tout est lié d'une certaine façon. Mais justement, dans ces débats, on sent bien que justement certains lobbies ont peut-être plus envie d'appuyer sur tel ou tel débat, par exemple la question de l'ordination d'hommes mariés, pour peut-être en faire un écran de fumée et éviter qu'on parle peut-être d'autres sujets qui les gênent plus, qui est par exemple l'exploitation de la forêt, l'exploitation minière, qui menace et les modes de vie et l'avenir des populations. Il a critiqué la déforestation à Madagascar pendant que vous y étiez avec lui, je pense, Nicolas Senez. Oui, ça fait partie, justement. Il avait bien en vue la déforestation à Madagascar, mais plus largement, voyant bien que c'est un sujet mondial. Et quand il dit une critique loyale et ouverte est une réponse et constructive, et c'est montrer qu'on aime l'Église que de l'accepter en tant que pape, il a une vision nouvelle, comme le semblait le dire par exemple votre journal La Croix récemment, par l'intermédiaire de Guillaume Goubert. Oui, il y a une vision nouvelle, ce que je disais tout à l'heure sur l'unité dans la diversité. C'est donc il peut y avoir une diversité de manières de faire et on peut dialoguer sur ça. Mais effectivement, il y a des gens dans l'Église pour qui, non, il n'y a qu'une manière de faire, il y a une vérité. Et à partir du moment où on discute de la vérité, l'Église est en danger, donc on n'a pas le droit de discuter. Donc il y a un vrai débat aujourd'hui dans l'Église entre un certain nombre de personnes qui, au nom d'une vision déformée de la vérité, refusent le débat. Vous n'êtes pas d'accord, Bruno Valentin, Monseigneur Bruno Valentin? Moi, je tempérerais ce qui vient d'être dit sur la nouveauté de la position personnelle du pape François, dans la mesure où cet homme qui a la charge d'être le leader d'1,3 milliard d'habitants n'a pas les moyens de coercition du président chinois et ne les a jamais eus à travers l'histoire. Donc le pape François n'est pas le premier à devoir faire cette unité en acceptant la contradiction. Tous les papes ont fait droit au débat. Oui, et par exemple, il est obligé, ou il le veut, on ne sait pas très bien, de se rapprocher de certains protestants, de certains évangélistes. J'ai cru comprendre, Blandine Chély-Nippon, il est moins hostile à certaines églises évangéliques que l'étaient les prédécesseurs et qu'il a pu discuter à Rome avec certaines d'entre elles. Vous n'avez pas noté? Oui, c'est un pape... C'est un pape convaincu de dialogue œcuménique et de dialogue interreligieux. Donc c'est un axe aussi de son apostolat. De son apostolat et d'être garant de la tradition. Il a, de ce fait, il essuie là aussi encore des critiques, notamment dans sa présentation ou dans son renforcement à la fois par les personnes qu'il va nommer cardinales que dans l'ensemble de ses actions. Il a mis un accent extrêmement fort sur sa confiance dans le dialogue interreligieux, notamment avec l'islam, et ça fait partie de ce qu'on lui reproche. Bruno Valentin, vous êtes évêque auxiliaire de Versailles. Qu'est-ce qu'il signifie
le pape, lorsqu'il vous dit, à vous et aux autres jeunes évêques qui ont été ordonnés l'année dernière, il faut être en proximité de Dieu et proximité avec son peuple. Ça signifie quoi? Parce que là, il faut traduire pour quelqu'un qui n'appartient pas à l'Église de France. Vous en avez déjà un peu parlé à travers l'illustration de ces évêques américains, éventuellement très lointains et vivant un peu sur une planète matérielle qui n'est pas celle du commun des mortels. Je crois qu'effectivement, le pape, et là-dessus, il prêche par l'exemple, insiste beaucoup pour que les pasteurs soient des gens proches des gens normaux, proches des questions d'aujourd'hui, proches de leurs prêtres, des gens qui ne vivent pas sur une espèce de nuage surplombant les questions du monde d'aujourd'hui, mais qui s'y immergent complètement. Et là, il multiplie les images et les déclarations pour nous inviter à être des pasteurs impliqués. Alors, il y a aussi une question, Nicolas Sionez, qui est au cœur de cette affaire que vous développez dans votre livre « Comment l'Amérique veut changer de pape ». C'est l'usage des questions d'abus sexuels dans l'Église par les opposants au pape aux États-Unis et par le pape soi-même, comme s'il y avait une dimension extrêmement, disons, qui peut détruire l'Église que d'utiliser cela. C'est assez fréquent de voir justement ces discussions autour de la pédophilie, autour des abus sexuels dans l'Église, entre justement le souverain pontife et l'Église américaine. Disons que l'Église américaine a été une des premières touchées par les révélations de ces abus sexuels. Et c'est vrai que, par exemple, François, sur cette question-là, reprend beaucoup de ce qu'avaient fait ses prédécesseurs, et surtout Benoît XVI, qui était vraiment celui qui s'est attaqué, qui était l'homme de la tolérance zéro. Simplement, François a conscience que la tolérance zéro, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est bien d'arrêter de punir ceux qui commettent des abus sans rien tolérer, mais il faut aller chercher plus loin la cause de ces abus pour empêcher qu'ils se produisent. Et c'est là qu'il y a une différence d'appréciation dans l'Église et qu'un certain nombre de personnes lui reprochent finalement aussi une politique de transparence qui, pour eux, va trop loin. Mais François sait très bien qu'on ne peut plus aujourd'hui cacher tout ça. Il faut ouvrir largement et mettre en lumière tout ce qui s'est fait parce qu'il y va de la crédibilité du témoignage de l'Église aujourd'hui. Vous ne pensez pas que les leviers qui sont décrits par Nicolas Sionez dans son livre vont finir par forcer à partir, puisque c'est un peu une partie du discours de ces catholiques américains et de ces évêques américains de forcer François à partir, que ça puisse arriver, en l'occurrence Bruno Valentin? Non, vraiment, j'ai aucune crainte dans ce sens-là, pour deux raisons. D'abord parce que, comme l'a dit Nicolas Sionez, pour bruyant qu'il soit, je crois vraiment que les groupes d'opposition sont minoritaires, et largement minoritaires. Et la deuxième raison, c'est que fondamentalement, François est un homme libre et qu'il ne cédera pas aux pressions quelles qu'elles soient. Et de votre côté, Blandine Chénini? Je pense que non seulement il est libre, mais il a une vision très claire de son œuvre ou de ce qu'il a à faire et il est, j'allais dire, droit dans ses bottes. Il n'a aucune crainte d'être dans la vérité de l'évolution de l'Église. Attention, tous les laïcs qui nous écoutent vont dire c'est une émission pro-pape en l'occurrence, mais de toute façon, Nicolas Sionez, votre livre est pro-pape parce qu'on peut dire que c'est une pièce au dossier qui va peut-être justement faire basculer les menaces sur François, puisque d'une certaine façon, en tant que correspondant de la Croix au Vatican, vous œuvrez pour défendre le pape. Oui, je ne sais pas si c'est défendre le pape, mais c'était en tout cas face à un narratif qui avait un peu imposé les opposants à François. J'ai voulu essayer de retourner, de proposer une autre façon de voir tout ce qui s'était passé depuis un an. Et il vous a entendu. Je pense, oui. Et puis, il y a quand même quelque chose, ce qu'on disait, est-ce que le pape pourrait céder? Moi, je me dis, heureusement, finalement, qu'on n'a pas eu on a eu un pape aussi solide. Merci beaucoup à vous, Nicolas Sionez. Je rappelle que vous êtes auteur de Comment l'Amérique veut changer de pape. Et quant à vous, bien Blandine Chénini-Pont, vous venez de publier au Cavalier Bleu avec Roland Dubertrand et Valentine Zuber, Géopolitique des religions, un nouveau rôle du religieux dans les relations internationales. Merci à vous également, Bruno Valentin, d'être venu en tant qu'évêque auxiliaire de Versailles pour cette émission Le Temps du débat, qui a été préparée par Chloé Cambrelin, Fanny Richet, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André, à la technique Déborah Dagobert, à la réalisation Thomas Duterre.